Mythes et complots avec Christian Page. La dernière fois que j'ai eu une chronique avec lui, je pense que je l'avais commencé exactement de la même façon. En faisant une recherche sur notre premier sujet sur Google avec projet Pegasus, nous obtenons 13 400 000 réponses. Bon. Ne vous donnez pas la peine de consulter ça. Il connaît toutes les vérités, mythes et complots avec Christian Page. Bonjour Christian. Salut Guy. En effet. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, le projet Pegasus? Pegasus. Alors, d'abord, c'est une histoire. Bon, s'y intéresser ne veut pas dire forcément y croire. Alors, je te propose le truc. On soutient dans les milieux un peu, faut dire qu'il y a quelques semaines, il s'est tenu à Vancouver une sorte de congrès où étaient invités des gens qui s'intéressent aux sciences limites. Donc, on parle ici de super soldats, de téléportation, de communication avec des extraterrestres. C'est pas une science limite. Les Américains, les anglophones ont une expression qui s'appelle « the fringe ». C'est juste à la limite. C'est de la pseudo-science. On est vraiment à la limite. Oui, d'ailleurs, Fringe, où justement on parle de ces phénomènes qui seront peut-être la science de demain, la téléportation, la communication télépathique, les armes psychotroniques, donc ce genre de trucs-là. Ce sont des histoires qui circulent, qui sont dans les milieux scientifiques, pas forcément académiques, mais en tout cas qu'on entend parler depuis, je dirais, 20, 30 ou 40 ans, et qui reviennent régulièrement sur le tapis. Ça alimente beaucoup l'intérêt des amateurs de fantastique. Et le projet Pegasus appartient à ce groupe. Donc, qu'est-ce que c'est ce projet Pegasus? Il serait né dans les années 60 sous la tutelle d'un organisme qui s'appelle la Defense Advanced Research Project Agency, donc la DARPA. Je t'arrête tout de suite. La DARPA est un organisme qui existe bel et bien. Le reste, comme on va le voir, est plus litigieux, mais la DARPA existe bel et bien. C'est un organisme tentaculaire du gouvernement, du ministère de la Défense, où on développe de l'armement high-tech à la fine pointe de la technologie. Des gens qu'on ne voit jamais, qui ne répondent jamais aux questions, qui sont assez... Exactement. Donc, on sait que, par exemple, ces gens-là ont développé des drones, donc des sortes d'appareils volants sans pilote qui ont amélioré les techniques d'espionnage. Donc, ce sont des projets un peu comme ceux-là sur lesquels planchent les ingénieurs de la DARPA. Donc, cette DARPA aurait mis de l'avant dès les années 60 un projet du nom de projet Pegasus. Ce projet faisait suite, nous dit-on, à un autre projet connu dans les années 40 sous le nom de projet Rainbow. Donc là, avant que l'on se perde là-dedans, quelques mots sur le projet Rainbow, et je suis certain qu'il y a des auditeurs qui vont reconnaître de quoi on parle. Vas-y donc. Nous sommes en 1943, le gouvernement américain aurait mis de l'avant un projet pour faire disparaître un destroyer. L'idée était de faire disparaître le navire des écrans radars. On se rappelle, on est la Deuxième Guerre mondiale, l'armée américaine vient d'entrer dans le conflit suite à l'attaque sur Pearl Harbor. Donc, on souhaite rendre invisible un destroyer. Pour les besoins de cette expérience, on va utiliser un navire qui s'appelle le Eldridge, qui est un navire ravitailleur de l'armée américaine. Donc, dans le port de Philadelphie, on a mis des équipements à bord de ce bateau. Et finalement, l'expérience fonctionne. D'un premier temps, elle fonctionne si bien que non seulement le navire devient invisible aux observateurs, mais le navire, toujours selon la légende, bien sûr, est télétransporté depuis le port de Philadelphie au port de Norfolk en Virginie, où il va demeurer visible pendant quelques secondes avant de revenir dans le port de Philadelphie. Cette mystérieuse expérience, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas... Ça donne le goût de sourire. Oui, cette expérience... Et là, il y a quelque chose qui va pas bien, parce qu'au retour du navire, on raconte que lorsque le navire est réapparu dans le port de Philadelphie, certains des militaires à son bord, les membres de la US Navy, se seraient amalgamés à la structure du bateau. Donc, une sorte de mélange qui nous rappelle un peu l'histoire du film La Mouche. Oui, et de nombreux épisodes de Star Trek, d'ailleurs. Voilà, où quelque chose fonctionne pas bien dans le télétransport. Ce projet, l'expérience de Philadelphie, est passé dans la littérature, dans la culture populaire. Il y a des dizaines d'ouvrages qui ont été écrits là-dessus, et je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui nous parlent de science fantastique, qui n'évoquent pas à un moment donné ou un autre la mystérieuse expérience de Philadelphie. Un film de série B, disons, a même été tourné sur cette histoire-là durant les années 80. Donc, c'est pour te dire que l'expérience de Philadelphie est bien connue. Évidemment, la documentation autour de ça est beaucoup plus
disons, anémique, et c'est encore plus difficile de prouver l'acuité ou la réalité de cette expérience. Quoi qu'il en soit, ce projet Philadelphie, qui avait été en fait développé à partir, semble-t-il, de connaissances ou de documents secrets qu'on avait trouvés dans les archives d'un nom qui revient souvent lorsque l'on parle de science limite, le mystérieux Nikola Tesla. Tesla est un scientifique yougoslave à qui on prête toutes sortes d'inventions très olé, mais qui était vraiment un scientifique qui a inventé notamment le courant alternatif, il a inventé l'alternateur. On lui doit en fait plus de brevets d'invention qu'on en doit à Edison. Et pourtant, ça reste un scientifique un peu marginal. Le Kevlar, je sais pas si ça vient de lui. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ce mystérieux Nikola Tesla a bel et bien existé. C'était un scientifique de haut vol. On lui prête toutes sortes d'inventions un peu mystérieuses et on raconte qu'après sa mort en 1943, à l'été de 1943, les forces armées, les militaires, la CIA auraient fouillé dans ses documents. La CIA qui n'existait pas à l'époque, mais qui s'appelait le National Security Agency ou un truc un peu semblable à ça. Ces gens-là auraient trouvé dans des documents de ce Nikola Tesla des papiers, des informations qui auraient permis de développer ce mystérieux projet Rainbow qui consistait, comme je te l'ai mentionné, à faire disparaître un bateau. Après l'échec du projet, non pas que le télétransport n'a pas fonctionné, mais tu comprends que quand on a retrouvé des avant-bras et des mains dans la structure du bateau, on s'est dit qu'on allait revoir le système et donc on a mis le projet en veilleuse. Et puis voilà qu'en 1960, on ressort ce projet Rainbow et on le développe sous le nom de projet Pegasus. Donc, il s'agit d'une suite de ce fameux projet Rainbow. Alors là, évidemment, tu me dis, mais mon Dieu, Christian, où c'est que t'es allé chercher tout ça? Mon Dieu, Christian, où c'est que t'es allé chercher tout ça? Mais voilà, ça fait partie du discours. Tu sais, je t'ai mentionné ce congrès qui a eu lieu il y a quelques semaines à Vancouver. Ben, parmi les invités, il y avait un type qui s'appelait Andrew Basiago, qui est un avocat de Seattle. Oui, j'ai bien dit un avocat. Et un grand voyageur. Un grand voyageur. Et je suis pas convaincu que j'y confierais mes problèmes financiers ou mes problèmes légaux. Mais quoi qu'il en soit, ce Basiago soutient qu'entre 1968 et 1972, alors qu'il était âgé entre 7 et 12 ans, et tu vas comprendre le pourquoi, il aurait participé au projet, devenant ainsi le premier chrononaute du projet, parce qu'il faut bien lui donner une appellation. Si tu voyages dans l'espace, tu es un astronaute. Voyager à travers le temps, tu deviens un chrononaute. Et en fait, pourquoi des enfants? On nous dit que ce Basiago, évidemment, soutient qu'il n'était pas le seul. Quelques 140 enfants auraient été utilisés dans ce projet. Et pourquoi des enfants? Parce que les enfants, apparemment, s'adapteraient mieux que des adultes au voyage à travers le temps et à ce décalage spatio-temporel. Pas pire, à une époque où tout le potentiel informatique que le monde recelait tiendrait probablement aujourd'hui dans une carte de soins électroniques. Oui, absolument. Donc, le projet avait de nombreuses installations, dont l'une était la base de Camp Hero qui se trouve à Montauk, sur Long Island. Et ça, c'est assez amusant parce que cette fameuse base de Montauk, moi, j'y suis allé. Écoute, c'était au milieu d'un parc où on peut aujourd'hui s'adonner à faire du vélo, faire de la marche, de genre de trucs. Donc, des activités un peu estivales, ludiques. Et là, voilà qu'au milieu de ça, il y a quelques anciens bâtiments de l'armée américaine qui sont abandonnés, que n'importe quel comique peut passer par-dessus la clôture. Et on nous dit qu'en dessous de ça, il y aurait apparemment des installations tout à fait fantastiques. Des murs avec des bras. Ah ouais, des murs avec des bras. Et il y aurait là-dedans cette fameuse machine à voyager à travers le temps que notre dénommé Basiago décrit comme une sorte de tunnel. Il nous dit que c'était une machine avec un tunnel et les voyageurs étaient lancés dans le tunnel et se retrouvaient à d'autres époques. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ou M. Basiago a beaucoup d'imagination, ou il regarde trop la télévision? Stargate. Rappelle-toi, dans les années 60, il y avait cette fameuse série à la télé qui s'appelait The Time Tunnel. 2 scientifiques perdus dans les labyrinthes des époques passées et futures lors des tout premiers essais d'un fabuleux dispositif, le chronogire. Donc... La description que nous donne Basiago ressemble étrangement à cette version du chronogire, cette série dans les années 60, à la fin des années 60, qui avait été popularisée et réalisée par Irwin Allen, qui était à l'époque le maître de ce genre de série.
Coudon, aimé ça là, ce sommet. Oh oui. Et tu Très vois, instructif. ce Basiago dit que non seulement il a voyagé à travers le temps, mais qu'il a également voyagé à travers l'espace. Il serait allé aussi sur la planète Mars à une époque, je crois que c'est en 2024. Il aurait rencontré des Martiens. Wow. Donc ce genre de récit. Et quand on lui demande est-ce qu'il a une seule preuve pour appuyer ses dires, Basiago nous sort une photographie. Et je te la montre, je suis sûr que tu seras étonné par ce cliché. Donc voilà, ce cliché a été pris le 19 novembre 1963 sur le champ de bataille de la célèbre bataille de Gettysburg en Pennsylvanie. Rappelons les faits, été 1963, les forces nordiques et sudistes s'affrontent pendant quelques jours sur Gettysburg, et puis voilà qu'en novembre 1963, le président Abraham Lincoln se rend sur place pour faire un discours qu'on appelle d'ailleurs le discours de Gettysburg, où il souligne le travail des forces. Et voilà qu'une journaliste prend une photographie. Sur la photographie, on voit un enfant qui porte des chaussures qui semblent trop grandes pour lui. Et Basiago nous dit que cet enfant n'était nul autre que lui. C'est un peu faible comme preuve, me diras-tu. Mais juste assez pour un sujet de chronique. Voilà. OK, prochain sujet après la pause. Ben, écoute, je vais te parler de la Tunguska sibérienne. En passant, c'est Stéphanie Kowalek, 71, qui a inventé le crème blanc. Juste comme ça, Vous écoutez du Trisac le midi, il est 14h36. Du Trisac l'après-midi avec Guy Simard au 98.5. Mais tes complots avec Christian Page, c'est peut-être une des photos les plus surprenantes et les plus connues à l'échelle internationale. C'était le 30 juin 1908, une explosion d'une envergure jamais vue, en principe par l'être humain, qui se produisait dans un territoire isolé en Russie. Voilà, c'est ce qu'on a appelé le phénomène de la Tunguska. Tu l'as bien mentionné, on est le 30 juin 1908, à peu près vers 7 heures du matin. Une immense boule de feu s'est écrasée dans la Tunguska sibérienne. C'est au centre de la Russie, c'est un endroit excessivement isolé et à l'époque à peu près inexploré. Et au moment de l'impact, l'onde de choc a fait 3 fois le tour de la Terre, donc ce n'est pas peu dire. Et le ciel de l'Europe s'est illuminé d'une sorte d'aura, due à ce qui avait été relancé dans l'atmosphère, à la poussière qui était dans l'atmosphère. Et on raconte que pendant des semaines, on pouvait littéralement lire le journal dans la rue. On nous dit qu'on pouvait lire le London Times la nuit dans les rues de Londres à cause de cette aura de lumière qui faisait un peu comme une sorte d'aurore boréale. Et je sais pas si tu as déjà lu le London Times, mais les caractères sont plutôt petit, Donc c'est un peu cette explosion mystérieuse, mais c'est assez étonnant. Mais ça c'est réel, c'est documenté. Ce n'est ni un mythe ni un complot. Là. Non, absolument pas. Et l'impact a littéralement pulvérisé, comme tu l'as mentionné, 20 kilomètres de forêt. C'est ces fameuses photographies que l'on voit encore où on peut distinguer des arbres couchés en ligne rayonnante. Donc on a abattu 20 kilomètres de forêt, 60 millions d'arbres ont été soufflés par cette explosion, et l'explosion elle-même a fait des dégâts jusqu'à 100 kilomètres du point d'impact. On estime que la déflagration équivalait à plusieurs centaines de fois celle de la bombe d'Hiroshima. Et quelle qu'ait été la nature de l'objet de la Tunguska, si cet objet était tombé sur une zone habitée, tu comprends, comme New York ou Los Angeles, c'est par millions qu'on aurait compté le nombre de décès. Mais le problème, c'est que quand on y est allé quelques années plus tard, parce que si vous regardez la carte de la Russie, là, c'est à peu près en plein milieu. Exact. Qu'est-ce qu'on a trouvé, ou plutôt qu'on n'a pas trouvé? Et voilà. Parce que curieusement, les autorités russes ont été plutôt lentes à réagir. Il a fallu attendre, en fait, 1927 pour qu'un scientifique, membre de l'Académie des sciences de Moscou et professeur des sciences planétaires à l'Université de Saint-Pétersbourg, se rende sur place. Il s'appelait Léonid Kulik. Et lorsque Kulik est arrivé sur place, ce qui l'a frappé, non seulement a-t-il constaté les dommages provoqués par l'explosion, mais il n'a pas trouvé là, évidemment, l'hypothèse de départ était qu'une gigantesque météorite était tombée sur la Tunguska. Et lorsqu'il s'est rendu sur place, il n'a pas trouvé de point d'impact, pas de cratère, à tout le moins pas là où il y avait l'épicentre. Il y avait donc ces arbres couchés, une déforestation. Mais ça, déjà, les scientifiques avaient dit, c'est pas pire, l'explosion est peut-être survenue à 5 ou 10 kilomètres d'altitude, mais il y a autre chose. Ouais.
Voilà. En fait, lorsque les scientifiques ont commencé à regarder ce qui s'était passé sur la Tunguska, l'hypothèse était que s'il s'agissait d'une météorite, elle avait peut-être explosé à 5 ou 10 kilomètres d'altitude. Bon, ce qui avait donc couché les arbres, mais on aurait dû quand même trouver un point d'impact parce que la météorite, en explosant, aurait dû laisser des débris. On n'avait rien. Alors là, évidemment, on s'est mis à ni cratère, ni débris. Ni débris. Et tu comprends, lorsque c'est une porte ouverte à toutes sortes de spéculations. Alors là, on a imaginé qu'il devait s'agir, comme je l'ai mentionné, soit d'une météorite, sinon peut-être d'une comète. Une comète est faite de glace, donc si elle avait explosé, les blocs de glace auraient éventuellement fondu, on n'aurait rien retrouvé. Certains ont même parlé d'un noyau d'antimatière qui aurait frappé la Terre. On a parlé également d'un trou noir qui aurait passé de part en part à travers la Terre, mais évidemment, de l'autre côté, il aurait dû déclencher un tsunami parce qu'il serait ressorti dans la mer du Japon, ce qui s'est pas produit. Donc, et évidemment, la dernière hypothèse, parce que les amateurs de mystère sont toujours ne sont jamais, c'est-à-dire à court d'imagination, et ils ont proposé l'explosion d'un vaisseau spatial extraterrestre. Alors là, si on aurait retrouvé des morceaux. Ouais, évidemment, on aurait retrouvé un petit transistor quelque part. Mais éventuellement, donc, les scientifiques se sont penchés sur cette histoire, on n'a rien retrouvé, et là, voilà qu'une équipe de scientifiques italiennes viennent d'annoncer qu'ils ont peut-être trouvé la solution. En fait, ce groupe de chercheurs se sont rendus sur place. Ils ont noté qu'il y avait un petit lac qui était situé à 8 kilomètres du point de l'épicentre de l'explosion, le lac Tcheko. Et selon eux, le lac Tcheko aurait été, ils ont trouvé non seulement ce qui semble être des pierres magnétiques sur les rives du lac Tcheko, mais ils croient que ce lac, parce qu'on est dans une région très marécageuse quand même, on croit que ce lac serait une sorte de lac, je me permets entre guillemets de dire, lac artificiel créé par un des morceaux de la gigantesque météorite. Qui plus est, ces scientifiques ont balayé la surface du lac avec un détecteur d'ondes électromagnétiques. Ils ont noté dans un secteur où il y a à peu près 40 mètres de profondeur, ils ont noté de fortes résonances magnétiques, ce qui les laisse supposer qu'il y aurait enfoui sous le lac un important morceau de cette météorite. Si les scientifiques peuvent démontrer, appuyer ce qu'ils disent, alors là, on aurait enfin la solution de la Tunguska. Ça serait bel et bien une météorite qui aurait explosé entre 5 et 10 kilomètres. C'est pas survenu dans le pays le plus transparent au monde, non, par exemple. Et des blocs, et il y aurait encore de ces morceaux sous le lac Tcheko. On gage-tu que s'ils les avaient trouvés, ils ne nous en auraient rien dit? Ah, tu sais que les Soviétiques ont cultivé le secret. Dernière pub, et au retour, on parle de... Mais après ça, si tu veux, je vais te parler de la fin du monde. Ah ben oui, c'est pourquoi pas. Mythes et complots avec Christian Page. Après avoir vu le conflit étudiant dégénérer, l'adoption de la loi 78 et tout ce qui s'en est suivi, franchement, c'est pas la fin du monde qui va nous faire peur, là. Non. Ben, tu sais que quand même, il y a au moins 10% des gens, il y a un sondage récent qui montre que 10% des gens croient qu'ils verront de leur vivant la fin du monde. Et qui plus est, la grande majorité d'entre eux croient que cette fin du monde arrivera le 21 décembre prochain en fonction du fameux calendrier Maya dont tu as certainement entendu parler. Donc cette histoire-là, elle a alimenté énormément d'émissions de télé, de radio et également elle est à l'origine d'une véritable industrie littéraire. On ne compte plus les ouvrages consacrés à ce 2012. Mais là, voilà qu'on a un pavé dans la mare. Oups. Le mois prochain, le National Geographic, qui n'est pas la moindre des publications, National Geographic publiera le mois prochain un article parlant d'une découverte réalisée au cours des derniers mois par un groupe de chercheurs de l'Université de Boston. Ces gens-là ont découvert une fresque dans une cité maya qui se trouve au Guatemala, donc une cité qui est quand même connue depuis quelques années, mais la découverte elle-même remonte à 2 ans. Donc les chercheurs ont trouvé il y a 2 ans des artefacts, et là on a entrepris de déchiffrer ces artefacts. Certains d'entre eux étaient couverts de hiéroglyphes, et ces gens-là ont découvert
que l'un de ces hiéroglyphes était en fait un calendrier. Donc on parle ici d'un calendrier qui est en fait le plus ancien calendrier maya connu à ce jour. En fait, il est de 400 ans plus ancien que le plus vieux des calendriers que l'on connaissait. Et on retrouve sur cette fresque-là, en fait, 4 calendriers. Le premier est un calendrier cérémonial qui compte 260 jours. Le second, un calendrier solaire de 365 jours. Le troisième est basé sur le mouvement de la planète Vénus, 584 jours. Et enfin, un calendrier martien de 780 jours. Et tu sais quoi? Non. Cette découverte-là montre que ce fameux calendrier maya va bien au-delà du 21 décembre 2012. Donc, même les Mayas, à travers ce calendrier, n'avaient pas prévu une fin de calendrier pour cet hiver, pour cet équinoxe 2012. Alors là, il faudra revoir un peu tous les amateurs d'Apocalypse. Là, tu nous déçois pas mal, mais il faut se prévoir des vacances à Noël. Oh, oui, c'est ça. Donc, je peux t'assurer, Guy, qu'on va se retrouver après le 21 décembre 2012 pour parler encore de ces sujets fascinants. Est-ce que le calendrier disait à quel moment va se régler le conflit étudiant, non? Non, aucune note là-dessus. On va chercher encore. Mais à tout le moins, quand va arriver le mois de décembre, espérons que ce sera terminé. Merci Christian Page. Ça m'a fait plaisir, Guy. Benoît Dutrisac est de retour à vos côtés demain. Entre-temps, et en attendant la fin du monde, vous avez retour à la maison. Et je vous invite à le traverser avec Jean Pagé au 98.5.